Ça se dispute, c'est l'heure du débat d'opinion sur CNews, duel politique. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer. La loi sur la bioéthique sera présentée au mois de juillet. En Conseil des ministres, elle donnerait le droit à un couple de femmes de recourir à une procréation médicalement assistée. C'est peut-être un Big Bang de la filiation qui s'annonce. Emmanuel Macron entre en campagne après ce tract de Nathalie Loiseau sur lequel il apparaît. Le président a rendu une visite surprise hier aux candidats de son parti. 95% des contribuables paieront moins d'impôts, c'est Gérald Darmanin qui l'annonce dans le Parisien ce matin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics veut également relocaliser 3000 agents des impôts en région, particulièrement en zone rurale. Et puis Donald Trump et ses chiffres records. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 50 ans. Record de popularité également. Trump est-il un modèle, notamment pour Marine Le Pen? On en débattra avec mes deux invités. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain Maillard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député LREM de Paris. Et Jean Messia, bonjour et bienvenue. Vous êtes membre du Bureau national du Rassemblement national, délégué national aux études et argumentaires. Je commence par la une du quotidien Le Figaro. Ce matin, la loi sur la bioéthique qui sera donc présentée en Conseil des ministres au mois de juillet. Elle pourrait ouvrir la PMA aux couples de femmes et bouleverser le code civil, la procréation médicalement assistée pour toutes. Je voudrais d'abord savoir personnellement ce que vous en pensez, comment vous vous positionnez. Jean Messia, je commence avec vous. Y êtes-vous favorable? Non, je n'y suis pas favorable parce que la nature a fait que un enfant, c'est le fruit d'un homme et d'une femme en général, alors que si un couple hétérosexuel n'arrive pas à avoir d'enfants, que la médecine, que le progrès technologique permettent de corriger cette anomalie de la nature, je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, tordre la nature pour faire en sorte qu'un couple qui structurellement et naturellement ne peut pas avoir d'enfants, créer une sorte de droit à l'enfant, si vous voulez, qui permette à certaines minorités de satisfaire à un certain nombre de lubies, moi je m'inscris en faux. J'ajoute qu'en plus, cela provoque une sorte de plasticage du Code civil, puisque ça va bouleverser effectivement l'organisation familiale et sociale. Et donc moi je suis contre. Enfin, je ne crois pas que ça soit une grande priorité des Français. Je m'interroge sur le timing politique de la réforme. Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait promis un débat apaisé. Je crois que ce type de questions divise profondément les Français. On avait vu déjà la division de la France au moment du mariage pour tous. Est-ce que c'est utile, alors que c'est jugé prioritaire par seulement 1% des Français? Est-ce que c'est utile, au moment où justement la société française est fracturée, d'ouvrir un tel débat très clivant? Sylvain Maillard, votre position personnelle et puis la réponse aux arguments de Jean Messia, notamment sur le timing. D'abord répondre à Jean Messia, moi je crois qu'il faut qu'il fasse attention aux propos, aux idées, chacun peut avoir ses idées, mais aux propos que vous pouvez tenir. Il y a plusieurs sortes de familles, il n'y a pas une famille parfaite. Chacun vit selon ses choix et construit la famille de son choix. Donc, oui, mais de ce que vous venez de dire, il y a une sorte un petit peu de choix en disant bah non, je veux une famille traditionnelle comme ce qui existerait de façon, je dirais, traditionnelle. Je crois que le mot est exact. Là-dessus, moi, je suis un peu. Mais c'est pas une honte. Et puis, c'est peut-être votre choix, c'est peut-être le mien. Mais il n'y a pas de souci. Mais que vous puissiez catégoriser en disant telle ou telle famille aurait droit à un enfant et pas un autre, moi ça me semble, en tout cas je serais juste à votre place, j'irais plutôt avec des pincettes dessus. Pour mon avis, il est très simple, moi je suis favorable à la PMA pour toutes. D'ailleurs, on l'a porté dans le programme présidentiel, il n'y a pas de surprise. On l'a porté, nous l'avons porté dans notre programme législatif. Un point d'accord dessus, c'est vrai que ça, quand on regarde les chiffres, ça touchera assez peu de femmes en réalité, mais que c'est un droit que nous devons accorder. Parce que c'est quelque chose. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans le détail, mais la réalité, c'est que ces enfants sont faits à l'heure actuelle, en tout cas parfois avec des méthodes très artisanales. C'est donner un cadre légal à une situation qui existe. Un cadre légal. Et ensuite, moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est que je crois au droit absolu de l'enfant et qu'il faut partir de l'enfant. L'enfant qui est élevé par deux femmes doit avoir
2 parents, ce sont 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme. L'essentiel, c'est l'amour qu'il a et ceux qui l'élèvent et qu'il soit dans une stabilité et donc affective. que les 2 parents, que les 2 femmes aient les mêmes droits et devoirs. Et que finalement, c'est ça que ce soit 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme, a peu d'importance. Ce qui est important, c'est la construction de l'enfant et de l'entourer d'amour pour qu'il puisse devenir un adulte. C'est ça l'essentiel. Qu'est-ce que vous faites de l'écologie humaine? Parce qu'on est en train d'avoir des combats écologiques pour protéger les moindres insectes, les moindres êtres vivants dans la nature. Et par contre, pour l'homme, la nature humaine, on n'a aucun respect pour la nature humaine. La nature humaine veut que l'enfant soit le fruit d'un homme et d'une femme, d'accord? Et je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi, alors même que, comme vous le rappeliez très justement, ça ne concerne qu'un tout petit nombre de personnes, pourquoi est-ce que la loi devrait changer sous la pression d'un certain nombre de lobbies? Moi, je crois qu'il faut... C'est pas une question de, question de lobby. Si, parce que c'est une question politique. On en parle politique. Vous avez un avis, j'ai un avis. On est 2 hommes politiques, on a un avis. Ça aboutit au plasticage. Comme je le disais, ça aboutit au plasticage du Code civil. Donc, en fait, toute l'organisation familiale et sociale de la France va s'en trouver impactée, juste pour qu'une petite minorité puisse avoir un droit à l'enfant. Ce n'est pas vrai. Et quel est le droit de l'enfant pour vous? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une famille. Je reviens à mes propos tout à l'heure. Il n'y a si, pas une famille. Il n'y a pas un type de famille. Il y a plusieurs types de familles. Mais à l'heure actuelle... Vous confondez la famille et la filiation. C'est pas pareil. Vous êtes contre le divorce aussi? Non, on peut avoir une famille. Oui, les gens peuvent se marier entre couples de même sexe. Mais là, on parle de famille, on parle pas de filiation. On parle de filiation. Mais si, justement. Le droit d'avoir un enfant, c'est la filiation. Vous avez des filiations qui sont artificielles. Moi, je suis contre. Mais c'est pas artificiel. Voilà, mais si, c'est artificiel. C'est la technologie qui le permet. L'adoption, pour vous, c'est artificiel? L'adoption, c'est artificiel, monsieur? Vous êtes pour la transgression. Nous, on est pour la transmission. Est-ce que l'adoption est artificielle? Elle est artificielle quand il s'agit de couples de même sexe, oui. Et nous nous y opposons depuis le début. Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et nous. Mais moi, attendez. Là, vous avez une position politique et donc vous l'arbitrez contre la filiation. Mais quand je vous parle de l'adoption qui existe depuis la nuit des temps, la nuit des temps pour des couples, mais qui existe depuis la nuit des temps. Attendez, le droit d'un enfant. Là, vous y voyez aucun souci. Le droit d'un enfant, c'est d'avoir. Non, le droit d'un enfant. Vous êtes contre l'homosexualité. Le droit d'un. Mais non, mais arrêtez avec ces caricatures. Bah si. Non, mais encore une fois, je vais jusqu'au bout. Je tire la pelote. Attendez, l'homosexualité, c'est une relation entre 2 personnes adultes et consentantes. J'ai rien à dire avec ça. En revanche, la filiation, le droit de l'enfant, c'est différent. Vous êtes en horizontal, moi je suis en vertical. On parle de la transmission, là. On ne parle pas des relations amoureuses, sexuelles ou familiales que peuvent avoir des adultes entre eux. Ça, les gens sont libres. En revanche, il y a un enfant. Le droit d'un enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Alors, voilà. Et donc, quand un enfant, à l'heure actuelle, est élevé par 2 pères ou est élevé par 2 mères, qu'est-ce que pour vous c'est inacceptable? Mais si c'est inacceptable, c'est la vie à l'heure actuelle, ça existe. Oui, mais c'est pas. Ça existe et ils sont très heureux aussi. D'accord. Il y a des enfants malheureux dans des couples traditionnels comme vous aimez, puis des enfants heureux et vice versa. L'essentiel, c'est le droit de l'enfant. Oui, mais là justement, le droit de l'enfant est foulé au pied. Jean Messia, je vous propose une citation pour clore ce premier débat. Ludivine de la Rochère, qui est présidente de la Manif pour tous, et ça va poser la question de la place du père. Elle dit « Escamoter toute référence paternelle à l'état civil, c'est nier le rôle de l'homme, du père et casser la lignée de la filiation. » Jean Messia, c'est ce que vous pensez? Moi, c'est ce que je pense, mais je vais même au-delà. C'est qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein processus économique. Parce qu'aujourd'hui, l'économie décide de tout. Et donc, en fait, vous dites quoi, c'est un business qui est en train de se créer? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un processus marchand qui veut faire en sorte que l'enfant, finalement, devienne une marchandise comme une autre. C'est comme si on s'arrête à une vitrine, on dit « je veux un costume », là je veux un enfant. Pardon, mais la PMA, justement, c'est gratuit. Non, il n'y a aucune marchandisation. Non, c'est gratuit parce qu'on ça va être remboursé par la sécurité sociale, mais c'est pas gratuit, monsieur. Vous confondez avec la GPA. C'est pas gratuit. Non, mais rien n'est gratuit, ne dites pas ça. C'est pas parce que c'est pas vous qui payez, en tout cas les gens concernés qui payent, que c'est gratuit. Vous dites c'est l'État qui rembourse. Une marchandisation, oui, ça n'a rien à voir. Si, c'est deux choses différentes. C'est une espèce de lobby. Je veux un enfant, j'ai envie d'un enfant, donc il faut qu'il arrive. Est-ce que je peux mettre mon grain de sel? Comment s'il vous plaît? La politique. Je vais mettre mon grain de sel. Moi, je pense que c'est d'abord une histoire d'amour entre 2 hommes et 2 femmes, et aussi de l'amour pour leur enfant. Et ça ne parle pas business. Non, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on parle aujourd'hui d'individus consommateurs et producteurs. C'est ça la vérité. En vérité, il y a un remplacement de la notion de citoyen. Il y a un remplacement de la notion de citoyen. Ils ont juste de l'amour à donner. Le remplacement de la notion de citoyen père, mère, par la notion d'individu consommateur. D'ailleurs, les termes de parent 1, parent 2
que vous avez légalisés Non, sont n'a pas été retenu. sont parfaitement dans ce cadre. C'est-à-dire, en fait, il faut écrêter les différences. Parce que le processus marchand n'aime pas les différences. Il n'aime pas les différences entre l'homme et la femme. Il n'aime pas. Non, un mot de réponse. Vous savez quoi? Votre position, un mot de réponse là-dessus, votre on change de thème. position, je peux l'entendre. Votre position, je peux l'entendre. Mais, en fait, de ce que vous dites et de la façon dont vous l'exposez, vous devenez une caricature. Excusez-moi de vous le dire. Non, mais et je vais répondre aux propos que vous venez de mettre, d'afficher sur l'écran. Il arrive aussi des familles où le papa fait sa valise et s'en va, et que les enfants sont élevés par des mères célibataires. Ça arrive beaucoup. Je suis élu parisien, on le voit en permanence. Oui, et les enfants sont élevés sans papa. Oui. Aussi dans des familles dites traditionnelles. C'est la réalité. Et donc, sauf qu'ils le connaissent. Sauf qu'ils le connaissent, leur père, alors que là, ils ne le connaîtront pas. C'est quand même pas la même chose. Malheureusement, Jean Messia, pas toujours. Si. Dans le cas de figure que vous citez, toujours. Des pères indignes, Dieu sait qu'on en a aussi. Dans le cas que vous citez, c'est toujours. Et je vais juste terminer là-dessus. Je crois que c'est important. Je crois que ce qui est important, c'est l'enfant, la protection de l'enfant et l'amour qu'on donne à un enfant. C'est ça qui va lui permettre de devenir un homme ou une femme. Et on conclut ce thème. Alors vraiment 30 secondes, mais si on fait ça à chaque fois, on ne pourra pas tout traiter. Un enfant se construit avec une figure paternelle et une figure maternelle. Et quand elle n'est pas là, la figure paternelle. Il la connaît. Elle n'est pas là, la figure maternelle. Lorsqu'il y a des divorces, comme vous dites, il y a des gardes alternés, il y a etc. Pas toujours, Jean Messia. Ou alors des week-ends partagés, etc. Nous, les arguments sont en train de se répéter, vous êtes en boucle. Il y a la politique de la transgression, nous, on est pour la politique de la transmission. On termine. Mais moi aussi. Vos arguments sont en boucle. Pardon, messieurs, je reprends la main parce que là, vous vous répétez. Allez, Emmanuel Macron qui rentre en campagne, c'est le deuxième titre de l'actualité que nous avons choisi de traiter, deuxième thème dans ce débat. Vous l'avez sans doute vu depuis hier, ce tract dans lequel il est en photo. Alors il y a d'abord Nathalie Loiseau et ses colistiers, mais le président de la République est en photo dans ce tract avec ce texte: liberté, protection, progrès. Nous devons sur ces piliers bâtir une renaissance européenne. Puis hier soir, le président s'est invité dans un restaurant proche de la Tour Eiffel à la rencontre des candidats LREM. On va donner la parole à plusieurs personnalités politiques, plusieurs têtes de liste dans cette campagne européenne à propos de l'entrée en lice, en quelque sorte, en tout cas le soutien d'Emmanuel Macron. On écoute Yannick Jadot, Nathalie Loiseau et Jean-Christophe Lagarde. Un président de la République, je veux dire, il fait ce qu'il veut. Il ne vous a pas échappé que pendant tout le grand débat, il a fait campagne. Il a passé des heures et des heures à justifier ou à tenter de justifier sa politique. Et puis une fois qu'il s'est agi d'agir, une fois qu'il a fait sa conférence de presse, il a mis tout ça à la poubelle. Donc on a un président qui est en campagne permanente. Malheureusement, on aimerait un président qui agisse pour l'environnement, pour la santé et pour l'Europe. Emmanuel Macron, c'est le leader de l'Europe. Il nous a parlé des enjeux européens ce soir. Ça nous a fait tous très plaisir. C'était un moment de joie, de mobilisation bien sûr. Et je crois que ça a fait plaisir à l'ensemble des colistiers qui étaient là. Pour pouvoir faire liste ensemble, il faut avoir un projet. Vous noterez qu'il est quand même assez curieux que, à l'heure où je parle, les listes sont déposées et on n'a toujours pas le projet de M. Macron. M. Macron n'a pas le monopole de l'Europe, mais surtout, il n'y a pas qu'une seule façon de faire l'Europe. La réalité, c'est que M. Macron s'est retrouvé complètement isolé en Europe parce qu'il s'est trompé. Il a fait la leçon à tout le monde, il a distribué les bons points et les mauvais points, il a clivé. L'Europe, elle ne fonctionne pas comme ça. Sylvain Maillard, le président de la République s'engage pour sauver la candidate Nathalie Loiseau ? Je crois qu'Emmanuel Macron, depuis la campagne présidentielle, s'est toujours engagé profondément pour l'Europe, en disant une chose assez simple, c'est qu'une partie de nos soucis, de nos transformations, doivent être portés au niveau européen, parce que c'est là où ce sera efficace, c'est là où ça apportera des vrais changements dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et donc, qu'il s'engage, moi j'entends ce que dit Jean-Christophe Lagarde en disant où est le projet ? Le projet, ça fait 2 ans que nous parlons que d'Europe. Le projet présidentiel, c'est l'Europe. Et que nous arrivons maintenant à une étape où nous dévoilons le programme, aujourd'hui et très officiellement demain, où là, on décline les mesures. Mais le projet européen d'Emmanuel Macron, de la liste Renaissance, de Nathalie Loiseau et de l'ensemble de la majorité, il est connu depuis bien longtemps. Mais cette campagne, elle patine un petit peu, on peut le dire, pour l'instant. Donc il y a besoin du soutien de l'exécutif. Une campagne européenne, ça intéresse, malheureusement, moi, c'est mon engagement politique, il est profondément européen. Une campagne européenne n'intéresse les Français que 15 jours, malheureusement, avant le scrutin. Et on y arrive. On y arrive. Jean Messia, ça vous arrange peut-être ça va se transformer en référendum pro ou anti-Macron, ce scrutin ? Ben oui, mais c'est pas nous qui en avons décidé ainsi, puisque vous savez que la crise sociale... quand même. Non, la crise sociale qui existe en France depuis maintenant 6 mois avec les Gilets jaunes, la manière d'en sortir, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale, comme Marine Le Pen l'avait proposé à plusieurs reprises,
Emmanuel Macron s'est entêté à ne pas répondre politiquement à cette crise. Et donc, effectivement, ça transforme en quelque sorte le scrutin du 26 mai, qui est le dernier scrutin national avant l'élection présidentielle, en un référendum, plutôt en un plébiscite pour ou contre Emmanuel Macron. J'ajoute qu'Emmanuel Macron, en réalité, il cumule 2 handicaps majeurs. D'abord, sa politique, qui est une politique rétrograde et passéiste, puisqu'en fait, la politique néolibérale des années 80-90 qu'il incarne est partout dans le monde en train de se refermer. Et il est isolé sur la scène européenne précisément parce que c'est le seul à incarner cela. En réalité, on sent bien qu'on est dans une phase de transition entre une page qui se ferme, cette page de la mondialisation néolibérale qu'Emmanuel Macron incarne, et une nouvelle page qui s'ouvre autour du retour des identités, des souverainetés, etc. Donc en fait, les majorités politiques en Europe sont en train de changer. Emmanuel Macron veut faire l'Europe, mais il ne va pas faire l'Europe tout seul, puisque sa vision de l'Europe, elle est partagée par personne en réalité. Et le dernier des Mohicans, si je puis dire, qui était Madame Merkel, finalement, elle renonce, elle jette l'éponge et elle sera remplacée par quelqu'un qui a une autre chancelière qui, justement, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde qu'Emmanuel Macron. Donc en réalité, Emmanuel Macron veut construire l'Europe, mais il la construira tout seul dans sa vision. Et donc nous disons que le 26 mai, si on veut vraiment changer l'Europe, c'est effectivement maintenant le moment de voter pour le Rassemblement national aux européennes, parce que précisément, nous aurons des majorités ailleurs chez nos partenaires qui ressemblent à notre couleur politique et avec lesquelles il est cette fois-ci possible de changer l'Europe de l'intérieur et de remettre la France dans l'axe de l'histoire actuelle. Emmanuel Macron rétrograde et passéiste, vient de dire Jean Messia. Il y a 2 visions. Il y a une vision, on est le 8 mai aujourd'hui. On est le 8 mai, moi je sors de 3 commémorations Ça y est, on va avoir droit aux heures le plus sombres. Et 8 mai, qu'est-ce que nous a apporté on se souvient, c'est aussi des moments forts. Je ne sais pas si vous y avez assisté à des commémorations, en tout cas aujourd'hui, mais ces moments forts, on se rappelle 60 millions morts, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est quoi le rapport ? Il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce qui nous a protégés de cette folie des nations, cette folie identitaire, cette folie des peuples les uns contre les autres? C'est l'Europe. C'est les États-Unis. C'est l'Europe. Et depuis qu'il y a l'Europe, on n'a plus de guerre. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du continent européen, depuis plus de 2000 ans, où on a une période de prospérité et de paix partagée en Europe. Et donc moi je voudrais qu'on n'oublie pas, je pense qu'on est parfois des enfants un peu capricieux et d'oublier finalement on va se retourner sur une identité française. Moi je vais être très clair, si la France est seule, si on choisit des projets nationalistes où chaque pays est à côté, on se fera croquer par les Américains et par les Chinois qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus puissants. Pour peser, parce qu'on est la première puissance mondiale en Europe, pour peser, on a besoin d'être ensemble, mais d'avoir une cohésion et de faire en sorte qu'on puisse avoir des politiques sociales, des politiques économiques, des politiques de défense communes. Au Parlement européen. Est-ce que vous pourrez trouver une majorité au Parlement européen? Le problème des alliances se pose. Merci de le dire. C'est pour ça que ce vote est très important. Le 26 mai. Ce n'est pas un vote annexe, ce n'est pas un des votes pour ou contre Macron. C'est un vote pour choisir si on veut une Europe plus forte, plus protectrice, avec des vraies libertés, ou bien une Europe des nations qui se replie. Chaque nation de son côté vivra son destin seule. C'est 2 choix très différents, mais que vous portez, que j'entends. 2 choix différents. Et nous, très clairement, notre construction politique, c'est de choisir le modèle européen et de partir tous ensemble, d'être la première puissance mondiale. Mais avec quels alliés, j'y reviens. Et les alliés. Aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez dans les groupes qui existent le 27 mai, nous verrons qui a été élu dans l'ensemble de l'Europe. Et avec eux, avec la majorité, nous construirons une majorité de progrès. Jean Messia, la question se pose aussi pour vous. Vous dites on va avoir la majorité, mais c'est un vœu pieux pour l'instant. Écoutez, les estimations, c'est entre 100 et 150 le futur groupe Europe des Nations ou l'équivalent avec nos alliés. Non, mais d'accord, mais enfin, c'est quand même un bloc qui est conséquent et avec lequel on peut faire beaucoup de choses, notamment bloquer un certain nombre de dérives. Je réponds à ce que vous dites, mais c'est pas discours contre discours et circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'il y a quand même une réalité qui finit par trancher. La seule Europe qui a fonctionné dans l'histoire, c'est l'Europe des nations et des coopérations. Ce qu'on appelle l'Europe des patries. C'est ça qui a vu naître les Airbus, les Concorde, etc. C'est l'Europe des coopérations autour de projets identifiés à géométrie variable où chacun vient si son intérêt lui commande de venir. L'Europe dont vous vous réclamez, qui est celle du tournant des années 90 avec cette dérive fédérale, a été en réalité totalement stérile. Elle n'a rien achevé. Alors, j'entends vos déclamations en disant l'Europe, par exemple, l'Europe puissance, l'Europe. Oui, mais l'euro justement, vous y êtes favorable maintenant. nous a pas été favorable précisément.
ne nous a pas été favorable. L'Europe nous a l'euro nous a désindustrialisé et nous a fait perdre beaucoup sur le pouvoir d'achat. C'est pas l'euro qui nous a désindustrialisé. Vous savez quoi? C'est une politique française, d'une élite française qui a décidé que la France ne serait plus un pays industriel et que nous avions à nous développer dans les services. C'est deux choses différentes. L'euro n'a rien à voir. Si, parce que nos voisins allemands ont continué à développer leur industrie. Bien sûr, mais parce que l'euro, cher monsieur, il vous a pas échappé que l'euro était taillé sur le Deutschmark. Donc l'euro est une monnaie qui correspond aux structures économiques allemandes, mais pas aux structures économiques françaises. Mais en aucun cas. Ça, c'est la première chose. Mais attendez, laissez-moi. C'est un problème d'industrie. Laissez-moi finir. Quand vous dites que l'Europe c'est la paix, c'est pas vrai. C'est pas l'Europe qui a provoqué la paix, c'est la guerre froide, la destruction mutuelle assurée de part et d'autre qui a fait que l'Europe a connu effectivement 50 années de paix. Mais quand l'Union sur le continent européen, il y a eu des guerres. Oui, bien sûr. La guerre en Yougoslavie, quand l'URSS s'est effondrée, c'est une guerre européenne, il me semble, non? Mais jamais en Europe, jamais dans l'Union européenne. Parce que la Yougoslavie, vous la placez pas dans l'Union européenne. Non, pas dans l'Union européenne. Elle n'est pas dans l'Union européenne. Il y a des États de l'ex-Yougoslavie qui sont ensuite, mais pendant la guerre, ce que je veux vous dire, c'est que quand l'Union soviétique s'est effondrée, d'accord, ça a créé un déséquilibre et c'est ça qui a provoqué la guerre en Yougoslavie, c'est-à-dire une guerre sur le continent européen. Donc non, mais je vous constate que dans l'Union européenne, il n'y a pas de guerre. Moi, je dis, il ne s'agit pas de se refermer sur soi ou les grands mots. Le choix est en réalité entre deux projets, entre le projet de ceux qui sont français et qui tiennent à le rester, et une espèce de gens apatrides, zombifiés, qui veulent une Europe fédérale. Monsieur, je suis français comme vous. Je suis français comme vous. Non, et je ne vois pas en quoi. Je suis français et européen et j'en suis très fier. Être français, monsieur, c'est pas une couleur de peau, ça vous a pas échappé. Exactement, je suis français. C'est pour ça. Donc je suis français comme vous. Mais votre politique ne l'est pas. Et vous n'avez pas à dire qu'on est des zombies parce qu'on pense différemment de vous. On a des politiques différentes. Votre politique ne l'est pas, votre stratégie ne l'est pas. Mais je vais reprendre la main, il va falloir que je parle plus fort que vous. Ça fait 2 ans que vous défrancisez Jean la France. Messia, excusez-moi, je reprends la main parce qu'on a parlé des faiblesses supposées ou réelles de la candidate Nathalie Loiseau. On va décortiquer aussi une déclaration de votre candidat Jordan Bardella, qui aime bien jouer avec les peurs. Par exemple, quand il dit ceci, à cause des traités de libre-échange, l'importation de bœuf aux hormones, de saumon transgénique ou encore de poulet lavé au chlore est autorisée en France. C'est faux. Ces 3 produits sont strictement interdits en Union européenne. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est l'épouvantail facile du Rassemblement national, l'Europe, quand même. Non, l'Europe, effectivement, aujourd'hui, n'intéresse plus les citoyens. Et même, elle fait peur aux citoyens parce que c'est devenu une sorte de monstre froid qui nous impose des choses, dire sans raconter contre la volonté des peuples. Quand vous signez des traités de libre-échange, par exemple, quand vous signez le CETA, d'accord, on dit oui, mais il n'y a aucun risque parce qu'au Canada, les produits agricoles, etc. Non, parce qu'au Canada, par exemple, les OGM sont autorisés. Ce n'est pas le cas en France. Mais interdit en France. Oui, mais si vous signez le traité de libre-échange, il n'y a pas de clause de sauvegarde. Mais non, il faut le lire. Il n'y a pas de lire. Justement, c'est interdit. Il n'y a pas de saumon, il n'y a pas de poulet lavé au chlore. Au nom de quoi, dites-moi, enfin vous qui disiez tout à l'heure que vous étiez français, que vous aviez une grande idée de la France, au nom de quoi un pays comme la France... Je suis député français, monsieur. Un pays comme... Oui, mais justement, alors vous allez être d'accord avec moi. Au nom de quoi un pays comme la France, avec son histoire, sa place dans le monde, son rôle dans le monde, décide de livrer à des commissaires européens ou à des hauts fonctionnaires qui sont protégés par des immunités diplomatiques le choix de leur destin commercial, économique, monétaire, etc. C'est quand même incroyable. Vous êtes une caricature. Non, mais c'est la vérité. La main invisible, le complot invisible des gens loin, éloignés à Bruxelles. La commission de Bruxelles n'est pas toute puissante. Il y a des Français qui décident aussi de ce qui va rentrer en Allemagne. La commission de Bruxelles n'est pas toute puissante. Les lois et les... Vous savez quoi? C'est l'équivalent, la commission de Bruxelles, c'est l'équivalent d'un Premier ministre. Les vrais chefs de l'Europe, ce sont les chefs d'État ensemble. Les directives et les règlements européens ne représentent pas 80% de notre droit national. Ça ne vous dérange pas, vous qui êtes député, d'aller à l'Assemblée nationale pour rien? Ce chiffre est faux, on l'a vérifié, c'est pas 80%, c'est 20%. Non. Et c'est dans certains secteurs 80%. Donc c'est pas sur toutes les lois. On l'a vérifié. Ne croyez pas, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Vous pouvez avoir une vision de renfermement de nation. Arrêtez avec ces mots valises que vous récitez sur tous les plateaux, complot, nationalisme, années 30. On dirait que vous récitez un bréviaire qui est écrit à l'avance. Je me mets au niveau du propos que vous venez de tenir à l'instant, qui est un propos complotiste de gens éloignés à Bruxelles. Vous descendez de votre piédestal jupitérien pour vous adresser finalement à un représentant de la plèbe. Je suis un Français, vous me reconnaissez déjà d'être Français, je vous en remercie. Et puis d'avoir une vision qui peut être différente de la vôtre. Vous avez le droit, mais j'ai le droit de la critiquer aussi. Moi, je crois profondément que la France... Son destin, sa politique. On va essayer de parler l'un après l'autre. C'est un grand pays, la France.
C'est un grand pays. Non, mais vous dans disiez un tout à l'heure qu'on pèse rien en dehors de l'Union européenne. Mais Jean Messia, économiquement, s'il vous plaît, l'un on après pèse l'autre. rien. Militairement, par rapport aux États-Unis, vous l'avez dit tout à l'heure, on a la paix grâce aux États-Unis. On a la paix, Militairement, on a la bombe atomique, mais la bombe atomique, vous l'avez jetée sur qui? On a le droit de Vous l'avez envoyé sur qui, la veto aux bombe Nations atomique? Unies. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus la guerre en Europe grâce aux États-Unis. Pas Dans les années grâce à l'Union 50. européenne. Dans les années Bon, 50. Mais pas sous De Gaulle. Vous voyez bien qu'à un moment, les États-Unis, ça vous arrange, et puis les nations. Oui, parce que si vous voulez, moi je suis attaché à l'indépendance de la France. Il n'y a qu'une. Voilà. Mais l'indépendance, elle existe que si elle est européenne. C'est pas vrai. C'est comme ça qu'on C'est pourra pas vrai. imposer nos décisions. Ça n'est pas vrai. Alors, les normes, par exemple, les normes mondiales, c'est important. Tout dernier argument. L'euro, par exemple. Je vais vous dire Est-ce que une je peux chose. en placer Le France, non, ça. Excusez-moi tous les deux, je vais en placer une. Je pense qu'il faut que vous laissiez la parole un tout petit peu. Ouais. Et je voudrais pas que ce débat tombe dans une caricature qui est souvent reprochée par les Français, d'une politique qui finalement s'invective en permanence. Laissez vos arguments le temps de se développer, D'accord. s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on y gagnera. Donc un mot là-dessus, et ensuite on va parler de Donald Trump. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que finalement la puissance se décidait au niveau de la taille et que la France, étant de taille moyenne, ne pouvait pas concurrencer les grands blocs que sont les États-Unis, la Chine, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, parce que si vous aviez raison, comment expliquez-vous le cas de la Corée du Sud, qui vient encore de lancer sa 5G toute seule avec ses champions nationaux? Elle n'est pas plus grande que la France. Comment vous expliquez le succès de Taïwan ou même de Singapour? Et même dans l'histoire, qui a gagné Sparte ou Athènes et contre l'Empire perse? Qui est resté? Athènes ou l'Empire perse? C'est Athènes. Donc ça n'a rien à voir en réalité. La réalité, c'est que la France représente quelque chose de beaucoup plus grand que sa taille géographique. Si on n'accepte pas cette idée-là, on nanifie la France et finalement, on la fait disparaître dans un magma européen qui n'accélérera pas sa puissance, au contraire, qui l'étouffera. Mais la France est un grand pays industriel. La France, quand vous écoutez d'ailleurs le Rassemblement national ou l'extrême gauche, on a toujours l'impression qu'on est toujours les derniers de la classe, qu'on est les plus mauvais, qu'on ne sait rien faire, que les autres sont toujours plus forts que nous. Je ne suis pas d'accord avec vous. La France a plein de projets, une industrie dans l'électronique ou dans plein de choses dont on ne parle jamais, dans les satellites qui sont très puissants et beaucoup plus forts que les Coréens ou les Japonais. Mais d'un point de vue règlement, normes, puissance économique, influence militaire ou économique, on a besoin de l'Europe, on a besoin d'un projet européen. Mais qu'est-ce que vous apporte l'Europe? Et sur l'écologie, on doit faire des choses locales. Et là, sûrement, on peut se retrouver sur plein de choses locales. Mais on voit bien que notre destin, il est européen au niveau comment faire pour avoir une politique énergétique. Sur le militaire, par exemple, que nous apporte l'Europe? Mais c'était à ça. Vous voyez dans le militairement, programme, vous avez cité l'armée. Si vous l'avez lu, notre programme, peut-être vous n'avez pas eu le temps parce qu'il vient juste de sortir, mais je l'ai lu. Mais vous ne jurez que par l'OTAN. Intervention européenne. Vous ne jurez avoir uniquement quelques militaires ou des militaires français qui puissent se projeter avec les limites que l'on connaît à l'heure actuelle, qu'on puisse avoir des forces beaucoup plus importantes pour se projeter à travers le monde et rétablir notre influence. Et ce sera une influence européenne avec une marque française très importante. Et on conclut sur cette partie du débat. On va parler maintenant de Donald Trump qui cumule un certain nombre de records, des chiffres économiques en matière de croissance, en matière de chômage. Jamais le chômage a été aussi bas aux États-Unis depuis près de 60 ans. Et il vient de franchir aussi la barre des 45% de popularité. Comment s'explique ce succès? Réponse avec Thibaut Gauthier. Donald Trump peut décorer le golfeur Tiger Woods avec le sourire. Selon l'agence de sondage Gallup, 46% des Américains approuvent l'action de leur président. Et c'est le plus haut niveau depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. Après une première année chaotique où Trump a vu sa courbe de popularité descendre à seulement 35% d'opinion favorable, la tendance s'est inversée. Le président profite des bons chiffres de l'économie américaine ces derniers mois. Il est aussi porté par les conclusions du rapport Mueller. Après enquête, aucune preuve de collusion n'a été trouvée entre la Russie et Donald Trump pendant la campagne présidentielle. De bon augure pour lui à 1 an et demi de la prochaine présidentielle. Mais ce sondage Gallup est pondéré par une autre consultation menée par Ipsos fin avril. Au contraire, la cote de popularité de Trump serait en baisse car le fameux rapport Mueller précise dans un deuxième temps comment le président américain a tout tenté pour entraver l'enquête fédérale menée depuis 1 an et demi. Jean Messia, Donald Trump est-il un modèle pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement national? Écoutez, nous n'avons pour modèle que le projet que nous portons pour la France. Alors évidemment, c'est un modèle parce que c'est un président patriote. C'est un président qui, pour la première fois, a remis l'identité au cœur du débat politique et qui a remis aussi le volontarisme politique au cœur de l'action économique avec les résultats que l'on connaît. J'étais sur les plateaux de télévision, moi, il y a 2-3 ans, quand il a été élu. J'étais le seul
à défendre Donald Trump à une époque où l'ensemble des médias français, des hommes politiques français, le traitaient de fou, le traitaient d'incompétent, le traitaient d'incapable. On voit aujourd'hui les résultats. Et par contre, un succès qui dérange. Exactement. Et réciproquement, le président qui nous avait été présenté comme compétent, rigoureux, qui allait renverser la table, qui allait provoquer des lendemains qui chantent, qu'est Emmanuel Macron, on voit les résultats dramatiques que la France connaît sous son mandat. Donc Donald Trump, effectivement, alors, il a quand même, pour être tout à fait honnête, il a creusé beaucoup le déficit américain, il a procédé à des baisses d'impôts massives. Ce n'est pas notre modèle. Nous sommes toujours pour un État fort, un État stratège, un État social, un État interventionniste. Ce n'est pas le modèle américain. Mais par contre, que Donald Trump, je dirais, engage par exemple le bras de fer avec la Chine, privilégie l'intérêt supérieur des États-Unis sur toute autre forme de considération, ça c'est un modèle. J'ajoute un dernier point. Rapidement. Un dernier point, le chômage des minorités, c'est-à-dire celles qui ont le moins voté pour Donald Trump, le chômage des minorités, notamment de la minorité noire, est un chômage record depuis plus de 45 ans. Donc moi je dis, nous comptons faire la même chose. Je dis à tous nos compatriotes d'origine immigrée, les Français d'origine immigrée, qui ne sont pas condamnés à être le cheptel électoral d'un système macroniste ou du système de manière générale, qu'ils osent le vote national parce qu'ils seront les premiers bénéficiaires de la politique que nous mènerons. Sylvain Maillard, est-ce un succès économique réel ou en trompe-l'œil? Effectivement, la baisse d'impôts se fait au détriment d'un déficit qui est en train de se creuser aux États-Unis. En France aussi, hein, oui. Donald Trump a décidé, moi je suis là-dessus, j'étais plus circonspect quand il a été élu, on le voyait toujours comme un peu un idiot utile, une vision. Vous étiez moins critique que d'autres? Moins critique. Je pense que c'est quelqu'un qui a une carrière derrière. Il faut regarder aussi les carrières. Et quelqu'un qui mérite en tout cas qu'on s'intéresse à une personnalité quand même tout à fait hors norme et qu'on a une carrière dans la télé-réalité et l'organisation des combats de boxe. Oui, enfin, plusieurs fois devenir milliardaire, tout perdre, repartir. Parce que son père était riche. C'est quelqu'un. Oui, mais ça, c'est quelqu'un qui quand même a un parcours qui est intéressant et qui mérite d'avoir un peu plus de considération que c'est vrai de la façon dont il a été traité, entre autres, par les médias. Médiatiquement, on l'a jugé que par les médias. Mais la réalité, c'est que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, avec une arme incroyable qui est le dollar, qui permet d'imposer sa loi à travers même des négociations commerciales dans lesquelles ils n'ont pas pied. Et donc, d'avoir une politique presque à un coup, on va voir à long terme, parce qu'à court terme, on peut avoir des résultats. D'ailleurs, quand vous faites du protectionnisme, vous avez toujours du résultat à court terme. À moyen terme, à long terme, on verra ce que ça donne. La réalité, c'est qu'il a entamé un bras de fer avec la Chine, mais aussi avec l'Union européenne. Ah oui, mais la raison. En disant très simplement que tout devait être, et vous l'avez dit, tout devait être pour les États-Unis. Et donc, c'est une politique un peu de terre brûlée pour ses alliés autour de lui. Moi, je vais vous dire une chose très simple. Oui. Si on rentre dans un monde où c'est un rapport de force plus fort, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, quelle va être la réponse? La réponse, elle est européenne. Elle est que si on a une politique européenne et une réponse directe à Donald Trump avec une puissance économique qui est supérieure à la sienne, vous allez voir, avec un euro aussi fort qu'il est à l'heure actuelle, vous verrez que le rapport de force va s'équilibrer ou peut-être s'inverser. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une Europe forte. Très vite, je voudrais qu'on garde du temps pour parler des impôts. Sauf que l'Europe dont vous parlez comprend par exemple l'Europe de l'Est qui est très pro-américaine, qui n'achète que du matériel américain. Donc l'Europe, en fait, elle affaiblit la France face à ce retour des nations, à ce retour des patriotismes. Parce qu'on parle de Trump, mais on pourrait aussi... raison, c'est un problème, ça. On parle... c'est un vrai problème. Bah oui, mais vous le réglez comment? C'est-à-dire que vous le réglez comment? Voilà. Mais la préférence européenne doit s'appliquer. Donc moi, je dis... D'ailleurs, Emmanuel Macron répond et nous répondons dans le programme en disant ceux qui ne jouent pas le jeu ne doivent pas bénéficier des fonds européens. Nous y répondons dans le programme. Une somme de faiblesse n'a jamais fait une puissance. Moi, je préfère une France forte plutôt qu'une Europe qui est la somme de toutes les faiblesses qu'elle aura organisées, c'est-à-dire les faiblesses nationales. Aujourd'hui, quand vous ajoutez les États-Unis, la Chine qui pratique un nationalisme incroyable, l'Inde désormais, le Brésil, vous voyez bien que le monde entier est en train de revenir à la puissance nationale, à la volonté nationale, à l'intérêt supérieur national. Si la France décide de dire moi j'ai plus d'intérêt national et je jette mon intérêt national dans les bras d'une Union européenne dont on ne sait pas très bien qui elle défend, si elle défend les pays de l'Est, les pays d'Europe du Sud ou les pays d'Europe du Nord, vous affaiblissez la France sans
pour autant créer une force européenne susceptible de dialoguer avec ces mastodontes. Il ne nous a pas échappé qu'il y a une vraie différence de taille entre la Mais France... la taille n'a rien à voir, monsieur. Si, mais non, si la puissance économique se maîtrise... La Corée du Sud est la quatrième puissance économique mondiale et c'est un petit pays. Voilà. Il faut arrêter avec ça. C'est pas tout à fait le cas. Bon. Et je crois que elle est dans les 10 premiers en tout cas. Très bien, mais elle est derrière nous. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver. Oui, on a en face de nous les Américains qui sont 5 fois plus nombreux. Les Indiens, ils sont 20 fois plus nombreux. Les Chinois, pareil. Le PIB par habitant de la Corée du Sud à la fin des années 60 était équivalent à celui du Zimbabwe. Je vous interromps. Je suis obligé de le faire parce qu'il nous reste un dernier thème et moins de 5 minutes. Et je voudrais qu'on parle des impôts 80 en France, puisque là on l'évoquait pour Donald Trump. 95% des contribuables paieront moins d'impôts. C'est en tout cas ce que Gérald Darmanin annonce dans Le Parisien. Les détails avec Anthony Favali. Alors que les spéculations vont bon train sur la baisse d'impôts voulue par le chef de l'État, le ministre des Comptes publics a souhaité mettre les choses au clair. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, Gérald Darmanin l'assure. La quasi-totalité des gens qui payent l'impôt sur le revenu, qu'ils soient ouvriers, salariés, cadres, seront concernés. Au total, plus de 95% des contribuables paieront moins d'impôts. Dès l'an prochain, près de 17 millions de foyers bénéficieront ainsi d'un cadeau fiscal, d'un montant moyen de 300 €. Mais c'est simplement un ordre de grandeur, car nous ferons en sorte que la baisse d'impôts soit plus importante pour les classes moyennes que pour les personnes qui ont des revenus plus élevés. Pour trouver les 5 milliards d'euros nécessaires à cette baisse d'impôts, le gouvernement étudie plusieurs pistes. La réduction de certaines niches fiscales accordées aux entreprises ou encore la déconcentration des services de l'État. Gérald Darmanin propose par exemple de déplacer en région et notamment dans les zones rurales 3000 agents de la Direction générale des finances publiques. Jean Messia, est-ce que c'est la bonne réponse à la crise des Gilets jaunes ? Mais en réalité, les Gilets jaunes sont très peu bénéficiaires de ces mesures, notamment de l'impôt sur le revenu, qui, comme vous le savez, est payé par moins de 45% des contribuables. Donc, en réalité, la France miséreuse des ronds-points, elle n'est pas touchée par la baisse de l'impôt sur le revenu. La tactique de Macron, si vous voulez, consiste justement à favoriser les classes moyennes pour justement tenter de casser le soutien de cette classe moyenne qui est angoissée évidemment par la dégringolade sociale, leur soutien aux Gilets jaunes. J'ajoute que ça pose quand même une question, parce qu'on parle de ces mesures, mais comment ils les financent ? En réalité, le financement pose deux questions majeures et deux difficultés. Soit il veut supprimer les niches fiscales. Alors évidemment, nous, on ne voit pas d'inconvénient à ce que certaines niches fiscales soient supprimées, à condition qu'elles le soient pour les plus riches, celles qui sont les plus injustifiées. Ce sera pour les entreprises, les fiscales d'entreprise. Justement, or Macron ne va pas toucher, le président Macron ne va pas toucher aux riches, puisque ce sont les plus favorisés par sa politique. Les entreprises, effectivement, il est quand même assez incroyable de supprimer, par exemple, sur certaines TPE et PME, un certain nombre de niches qui constituent des allègements fiscaux. Donc, en réalité, on va alourdir l'imposition sur les entreprises. Il n'y a pas d'arbitrage qui a été fait. On n'a pas encore le détail. Oui, mais si on parle des entreprises, la suppression des niches fiscales sur les entreprises, j'insiste, revient à accroître la pression fiscale sur les entreprises. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le financement. Alors, soit parce que les niches fiscales ne vont pas suffire. Donc, en fait, il va creuser le déficit. Beaucoup. Bon, et donc, de 10 à 17 milliards, sans compter le reste, c'est-à-dire le développement des classes, etc. Ça fait 20 milliards en tout. C'est une mesure qui est clairement dirigée vers les classes moyennes. Clairement, cette mesure, il y en a d'autres que nous avons déjà votées, c'est-à-dire par exemple la suppression de la taxe d'habitation, qui sont dirigées vers un panel peut-être plus large. Mais c'est vrai que ces mesures-là de baisse d'impôt sur le revenu sont clairement pour les classes moyennes. Et de dire que le ministre a dit 300 € par an, en moyenne, par foyer, c'est une somme importante. Et comment ça va être financé ? Très simplement. On a dit qu'il y a 5 milliards. Sur ces 5 milliards, une partie, 1,5 milliard, sera financée par des niches fiscales sur les entreprises uniquement. Et il y a discussion avec l'ensemble des organisations patronales pour trouver des solutions, comment faire pour que ce soit le plus cohérent possible, parce qu'il y a des niches fiscales d'entreprises qui sont quand même très largement discutables dans leur efficacité. Et puis, ce sera fait aussi sur des économies, parce que nous voulons faire des économies et commencer accélérer le désendettement de l'État. Donc je crois que c'est assez logique. C'est dans le cap que nous a brossé le président de la République il y a déjà quelques mois.
Ça accélère. Je crois que c'est la sortie du grand débat et ce que nous ont demandé les Français. Mais avec ça, vous n'allez pas désendetter l'État, monsieur, puisqu'en fait, vous êtes depuis déjà le 10 décembre et les annonces qui avaient été faites, auxquelles s'ajoutent les annonces récentes, vous allez faire dérailler la trajectoire budgétaire. D'ailleurs, Ce seront des économies qui il y a eu un document correctif, un rapport correctif de l'Assemblée nationale qui justement corrige la trajectoire par rapport à celle qui était prévue dans le PLF 2019. Donc ne dites pas que ça va désendetter l'État. En réalité, en 2022, en 2021, la trajectoire budgétaire de l'État va se rapprocher, va être pire que celle qu'a récupérée Macron en 2017. Donc ne dites pas qu'on va désendetter l'État. La dette publique, n'est pas exact, il n'y a aucun PLF rectificatif. J'ai pas dit PLF rectificatif. Mais attendez, il n'y a aucune modification. Il y a une modification de la trajectoire budgétaire. Là, vous prévoyez entre les mesures de 10 décembre et celle-ci, il y a, selon l'économiste... Qu'il y a eu un vote et qu'il y a eu des mesures supplémentaires, ça je vous l'accorde bien volontiers. Financé par la dette et le déficit. Non, par des économies. Non, majoritairement par le déficit. Je n'arriverai pas à vous mettre d'accord, ça c'était prévu. Merci à tous les deux, Sylvain Maillard, député LREM de Paris, et Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. On rejoint Laurence Ferrari sur le plateau de Punchline. Bonsoir Laurence pour découvrir le sommaire de l'émission. Bonsoir Thomas, on va parler de ce 8 mai pluvieux pour Emmanuel Macron et pour La République En Marche qui peine à relancer sa campagne des Européennes portée par Nathalie Loiseau. On parlera aussi des Gilets jaunes qui eux restent mobilisés notamment à Toulon. Et puis on va parler du prénom du bébé de Meghan et de Harry. Il s'appelle Archie Harrison. Toutes les explications dans un instant d'Aude Sophie depuis Londres. Voilà pour Punchline ce soir Thomas. Archie Harrison. Merci beaucoup Laurence, finalement c'est ce que vous aurez retenu. Archie Harrison, c'est le prénom du Royal Baby. Merci beaucoup. Merci à Marianne Murat et Coralie Deleplace. Merci également à toutes les équipes techniques ici en régie ou sur le terrain un peu partout en France. Et merci aux équipes de la programmation de Claudie Jacquin et de Valérie Weber. Je vous donne rendez-vous demain à 16h. Ciao.